Festival des solidarités. Croiser les luttes, unir nos voix. Festival des solidarités. S'écouter. Unir nos voix. S'engager. Résister. Comprendre. Respecter. Délier. Unir nos voix. Bonjour à toutes et tous, merci de rejoindre la radio des solidarités. Alors dans cette émission, nous allons aborder un sujet aussi quotidien qu'essentiel. On le sait aujourd'hui de manière incontestable, la qualité de notre alimentation a un impact direct sur notre santé. Elle influence notre énergie, notre concentration, notre bien-être général, mais aussi notre vulnérabilité face à certaines maladies chroniques comme le diabète, les maladies cardiovasculaires ou encore l'obésité. Pourtant, bien manger n'est pas seulement une affaire de volonté ou de bon choix. Cela dépend aussi de l'environnement dans lequel on évolue, des ressources économiques, de l'accès géographique, des compétences culinaires et même des politiques publiques mises en place. Alors, c'est pourquoi aujourd'hui, nous posons cette question fondamentale. Une alimentation saine et de qualité, un privilège ou un droit ? Et plus particulièrement, nous allons explorer cette problématique du point de vue des jeunes et des étudiants et des étudiantes en particulier. Comment peuvent-ils accéder à une alimentation qui respecte leur santé, leur budget et leurs valeurs ? Autour de la table, nous avons le plaisir d'accueillir Antoine Pocard de l'ASBL Asbin. Salut Antoine. Salut. Alors, qui a pour mission de faciliter l'accès à une alimentation saine et durable pour les étudiants de l'ULB via une cantine durable et engagée ainsi qu'un projet pilote de sécurité sociale de l'alimentation. On va voir tout ça tout à l'heure. Alors, Juliette Paume. Bonjour Juliette. Bonjour. Alors Juliette, tu es chargée de mission pour l'Observatoire de la vie étudiante. Ton expertise va nous permettre de faire le point sur les difficultés récurrentes auxquelles les étudiants sont confrontés au quotidien. Adam Assaoui de la FEF, la Fédération des étudiants francophones. Vous travaillez actuellement à la FEF, entre autres nombreux sujets évidemment, sur le droit à l'alimentation des étudiants. Salut Adam. Salut. Et enfin Marie Legrain de la cellule Manger Demain. Salut Marie. Salut. Alors chez Manger Demain, vous défendez une alimentation accessible à toutes et tous, mais aussi rémunératrice pour les producteurs et productrices en Wallonie. Alors merci à tous les quatre pour votre présence. Alors Juliette, je vais commencer mon petit tour de questions par toi. Quelles sont les réalités concrètes auxquelles les étudiants sont confrontés en matière d'alimentation aujourd'hui ? Alors, moi, dans les enquêtes de l'Observatoire de la vie étudiante, ce dont je parle surtout, c'est des inégalités entre les étudiants et les étudiantes. Et donc, je ne peux pas vraiment, avec certitude, avancer des proportions claires sur le nombre d'étudiants qui doivent se priver pour des raisons financières, d'alimentation, etc. Mais ce que je peux dire, c'est que certains groupes se privent de manière beaucoup plus importante que d'autres. Et notamment, on voit des différences importantes en fonction du milieu d'origine, donc ce qu'on appelle l'origine sociale. Et donc on voit que les étudiants qui viennent de milieux plus défavorisés sont beaucoup plus en difficulté que les autres. Les étudiants de l'ULB par ailleurs sont quand même assez privilégiés par rapport à la moyenne des jeunes dans leur ensemble. Le fait d'étudier, c'est déjà un marqueur de privilège, donc je pense qu'en préambule c'est déjà important de le mentionner. Le fait d'étudier, ça veut dire qu'en tendance les étudiants viennent de milieux plus favorisés, mais parmi la moyenne des étudiants de l'ULB ou des étudiants de l'enseignement supérieur de manière générale, les étudiants les plus précaires sont très en difficulté. Et donc on voit notamment que les plus précaires sont 15% en situation de privation matérielle sévère, et c'est 5 fois plus que les étudiants d'origine sociale plus favorisée, qui sont seulement 3% en situation de privation matérielle sévère. On voit aussi des grandes différences du point de vue de la nationalité, et vous allez voir que je vais faire le lien avec l'alimentation, mais donc du point de vue de la nationalité, il y a des différences très très importantes, bien sûr, parce qu'il y a des inégalités systémiques qui sont dues aux inégalités entre les pays, et notamment des inégalités en termes de force de monnaie, ce genre de choses. Et donc, bien sûr, tout ça, c'est un héritage de l'histoire coloniale et migratoire du monde occidental et de Belgique. Et donc, la conséquence, c'est qu'on voit que les étudiants et étudiantes qui sont de nationalité d'un pays d'Afrique subsaharienne sont 1 sur 3 à être en situation de privation matérielle sévère, ce qui est très, très important par rapport aux étudiants belges et européens qui sont 1 sur 25 à être en situation de privation matérielle sévère. Après, c'est pas les seuls. Les étudiants du Maghreb sont 1 sur 5 à être en situation de privation matérielle sévère, et les étudiants d'Europe de l'Est sont 1 sur 15. Donc vous voyez que ça varie beaucoup selon les groupes.
Et bien sûr, ces choses-là sont accentuées par différentes choses, comme le coût du Minerval qui est beaucoup plus élevé pour les étudiants étrangers, qui va jusqu'à 5 000 € par an maintenant, alors que c'est 835 pour les Belges et les Européens. Et bien sûr, c'est accentué par le fait que les étudiants étrangers ne peuvent pas demander, particulièrement s'ils sont non européens, ne peuvent pas demander d'aide sociale au risque de se voir retirer leur visa étudiant, et donc leur droit de rester en Belgique. On voit aussi qu'il y a des grandes différences selon l'origine géographique. Donc parmi les étudiants belges, celles et ceux dont au moins un des deux parents est né dans un pays non européen sont plus en difficulté que celles et ceux dont les deux parents sont belges. Encore une fois, ça c'est une conséquence directe de l'héritage colonial et migratoire du monde. Et toutes ces choses-là se cristallisent sur la question de l'âge. Et donc on voit que les étudiants les plus âgés sont plus en difficulté que les autres. Et ça c'est intéressant et ça permet de faire le lien avec la question de l'alimentation. Plus on avance en âge, plus on s'autonomise sur le plan financier, sur le plan matériel et notamment du point de vue du logement. Donc les plus âgés sont de plus grande proportion à vivre dans un logement séparé de celui de leurs parents. Donc 9 personnes sur 10 à partir de 27 ans vivent en autonomie, alors que chez les moins de 20 ans, c'est moins de la moitié. Or, quand on vit en autonomie, on doit payer son logement, on doit payer son alimentation. Tout d'un coup, les dépenses explosent parce que le coût d'un logement à lui seul, c'est énorme. Le coût de l'alimentation à elle seule, c'est énorme. Et donc, on se doute bien que le fait de s'autonomiser sur ce plan-là, ça précarise énormément les étudiants, et notamment du point de vue de l'alimentation. On a fait une enquête sur le sport et l'alimentation à l'ULB, et dans cette enquête, on voit que 28% des étudiants et des étudiantes sont en insécurité alimentaire. L'insécurité alimentaire, c'est la difficulté à se procurer une alimentation favorable à la santé, en adéquation avec ses préférences alimentaires, et quand tout ça, c'est limité ou incertain. Et donc ça, évidemment, c'est beaucoup plus marqué chez les étudiants et étudiantes qui ont quitté le domicile familial. Parce que quand on vit chez ses parents, a priori, on est beaucoup plus protégé de ce point de vue-là. Donc voilà, ça crée de grandes inégalités. Et donc, les personnes qui vivent chez leurs parents, et je vais conclure là-dessus, pour celles et ceux qui vivent chez leurs parents, 5% ont déjà raté un repas pour des raisons financières, alors que c'est 3 fois plus, c'est 15% des étudiants et étudiantes qui ont quitté le domicile familial. Et donc on se doute bien, j'y reviens, que les étudiants étrangers qui, donc, pour la totalité, ont été contraints de quitter le domicile familial pour vivre ici, c'est la double peine, parce que toutes ces inégalités systémiques s'accumulent, en fait, et puis se multiplient. Donc voilà, ça rend très difficile le fait de s'alimenter correctement, parce que la précarité, c'est transversal, ça traverse toutes les sphères de la vie, et donc forcément, ça se traduit aussi dans la capacité à s'alimenter correctement, à se procurer des produits de qualité. Et chez les étudiants étrangers, c'est aussi savoir comment trouver les produits qui correspondent à notre régime habituel, savoir où les trouver, savoir comment cuisiner les produits locaux qu'on ne sait pas forcément comment cuisiner, etc. Donc toutes ces choses-là se multiplient. Ok, merci Juliette. Et concernant la FEF, justement, vous considérez l'alimentation comme un droit fondamental. Est-ce que, en matière d'inégalité majeure, en tout cas, est-ce qu'il y a d'autres inégalités dont tu as envie de brosser le paysage pour bien comprendre pourquoi ce droit n'est pas réellement garanti, en fait? Mais donc, quand on parle d'accès à l'enseignement supérieur, c'est-à-dire de pouvoir faire des études tranquillement, comme on a envie, il y a toute une série de freins, et notamment financiers. Donc, on parle beaucoup, par exemple, du coût du Minerval. Et en fait, on s'en rend compte aussi quand on va parler au monde politique, au monde académique, et qui nous disent mais un Minerval, c'est que 835 €. Regardez aux États-Unis, regardez en Angleterre, combien ça coûte. Vous n'avez pas vraiment de raison de vous plaindre. Et en fait, il y a toute une série de coûts qui entourent un diplôme. Certes, il y a la question du Minerval, mais il y a aussi la question des supports de cours, des syllabus, du transport, du logement et de l'alimentation. On a fait une enquête avec la Ligue des familles, le réseau de lutte contre la pauvreté et le Forum bruxellois contre les inégalités. Et on a trouvé que pour quelqu'un qui avait un cote, une année d'études, c'est pas que 835 €, c'est 14 000 €. Et donc, je vous laisse imaginer qui, aujourd'hui, en Belgique, a l'argent pour débourser 14 000 €, pour un étudiant, aucun, et pour un parent, c'est de plus en plus compliqué, d'autant plus si on a 1, 2 ou 3 enfants dans l'enseignement supérieur, ça devient juste ingérable. Et donc Juliette, elle a déjà dit beaucoup sur le climat et les inégalités qui sont présentes dans l'enseignement supérieur. Nous, on fait un peu des enquêtes, mais évidemment, c'est pas des enquêtes aussi académiques que Juliette peut le faire. Mais ce qu'on fait aussi, c'est qu'on essaie d'aller sur le terrain, faire des stands et parler aux étudiants.
Et un truc qui nous frappe aussi, c'est que les étudiants ne savent pas qu'ils sont précaires, en fait. Par exemple, sur la question de sauter des repas, donc sur une des enquêtes, par exemple, l'année passée, on posait cette question de est-ce que vous avez déjà sauté des repas pour économiser de l'argent? Et au premier abord, parfois, on nous répond non. Et puis après, on creuse un peu, on fait ok, mais est-ce que tu es déjà rentré? Bon, il était un peu tard, il était 22h, 23h, tu t'es dit bah, vous savez quoi, enfin tu sais quoi, je vais pas me faire à manger ce soir, ça me fera toujours 4 € ou 5 € d'économiser. Et là tout de suite les gens se disent ah oui c'est vrai, j'y avais jamais pensé. Et donc en fait en tant qu'étudiant, la précarité et en particulier la précarité alimentaire, elle est normalisée. On se dit bah c'est pas grave, je mangerai des pâtes au pesto, j'ai déjà mangé des pâtes au pesto 4 fois cette semaine, bah ça en fera une 5e. Et donc ce rapport à l'alimentation il est particulièrement important parce qu'on le sait, bah en fait, étudier le ventre vide ou étudier alors qu'on a mangé n'importe quoi, c'est beaucoup plus dur qu'étudier quand bah en fait, on a une alimentation de qualité, une alimentation équilibrée, et ça change tout, quoi. Et justement, l'État ou les établissements d'enseignement, est-ce qu'ils ont un rôle à jouer en fait dans cet accès à une alimentation saine pour toutes et tous, en tout cas pour celles et ceux qui étudient? Tout à fait. Je pense que un établissement n'est pas l'autre. Mais si je prends par exemple l'exemple des universités où on essaye de plus en plus de faire baisser le prix des repas parce qu'aujourd'hui à l'université, un repas, et je parle d'une assiette, avec 3 petits morceaux de pommes de terre et une escalope de poulet, ça coûte autour de 5 €, voire plus. Et donc nous, ce qu'on essaie de faire avec la FEF et avec les représentants étudiants dans les établissements, c'est justement de faire baisser ces prix et d'avoir une alimentation qui soit de qualité et abordable, ce qu'on a réussi à faire par exemple à l'ULB, où sur simple demande, on peut avoir un plat à 2 € autant qu'il le faut. Parce qu'un autre problème de la précarité, c'est la charge administrative, le fait de devoir remplir des documents encore et encore. Donc ça aussi, on essaie de mettre des freins à lever les freins administratifs. Et l'autre chose, c'est surtout ce qui est haute école et école d'art, où en fait là, on n'est pas sur une question de rendre les repas abordables, mais tout simplement d'avoir des repas. Aujourd'hui, il y a plus d'établissements où il n'y a pas de cantine que des établissements où il y a des cantines. Et donc, qu'est-ce qu'on se rend compte? On se rend compte que les étudiants, en fait, qu'est-ce qu'ils ont autour d'eux? Ils ont un snack où on a un durum à 6 €. Et donc, en fait, si tu n'as pas eu le temps de faire tes tartines ou si tu n'as pas eu l'occasion, le seul truc que tu peux aller acheter pour être à l'heure à ton cours, ça va être ton durum ou ton paquet de frites. Donc ça aussi, c'est quelque chose sur lequel on essaie de travailler et se dire, en fait, les établissements ont un rôle. On voit de plus en plus... par exemple, je discutais l'autre jour avec des étudiants d'une autre école de Liège, qui me disaient, mais en fait, avant, on avait une cantine. C'était pas une cantine, il fallait réserver son sandwich, et puis après, à midi, on allait le chercher. Et puis un jour, ça a disparu. Donc voilà, pour le moment ils ramènent des food trucks, mais c'est quand même un peu du fast food, c'est pas très bon, donc on sait pas trop quoi faire. Oui, donc ça reste galère. Peut-être qu'on va aller du côté des solutions. Antoine Pocard de l'ASV Lasbin, est-ce que tu peux nous en dire plus sur le concept de sécurité sociale de l'alimentation et aussi me dire quels sont les retours que tu as des étudiants, à savoir si une alimentation plus saine devient plus normale, plus dans la norme ou si c'est toujours empreint d'un effort particulier? Alors pour parler de sécurité sociale de l'alimentation, il faut peut-être le remettre dans son contexte. Donc nous on lance un projet pilote avec l'ASB Lasbin, comme tu l'as dit, mais on s'inscrit dans une réflexion plus large en fait, qui est portée par des collectifs belges et français qui se disent qu'en fait il nous faut maintenant des leviers plus systémiques pour essayer de débloquer pour remplir ce droit à l'alimentation qui, comme Juliette et Adam viennent de le montrer, n'est pas du tout rempli pour les étudiants, mais en fait pour l'entièreté de la société. Et donc, l'enjeu de la sécurité sociale, c'est de se dire, de partir de ce double constat, en fait, qu'il y a une grande précarité alimentaire, que l'alimentation étant une variable d'ajustement dans les budgets des ménages, elle se retrouve à être comprimée. Et de l'autre côté de la chaîne, en fait, on a une immense précarité des agriculteurs et agricultrices, des paysans et des paysannes. Et en fait, on se retrouve régulièrement à opposer ces deux précarités, parce qu'on se retrouve avec des prix qui sont rémunérateurs, mais du coup qui sont inaccessibles pour toute une frange de la population, avec en plus parfois un discours un peu moralisateur sur ce qu'il faudrait faire. Et d'un autre côté, quand les personnes n'achètent pas, ne sont pas en mesure d'acheter des produits qui sont rémunérateurs, en fait, il coule de l'autre côté
les agriculteurs et agricultrices qui produisent ces marchandises. Donc là, l'idée, c'est vraiment de se dire, OK, on va essayer de partir de ce double constat de la précarité et on va essayer d'y amener une réponse qui réconcilie ces deux côtés de la chaîne. Alors, les 3 piliers qui sont défendus dans la discussion sur la sécurité sociale et l'alimentation, c'est l'universalité, donc tout le monde y ait droit, qu'il y ait une forme de conventionnement. Donc l'idée, c'est que sur les revenus du travail principalement, ou autres, il y a des réflexions plus larges sur comment est-ce de quoi serait fait l'argent qui est mis en commun, et puis un conventionnement. Donc l'idée, c'est que chaque personne reçoive par mois un montant, cotise un montant et reçoivent un montant. Donc la cotisation, elle est proportionnelle au revenu ou proportionnelle au patrimoine. C'est des réflexions qui sont en cours. Et la cotisation, pour le coup, est un montant fixe qui serait disponible et qu'on pourrait dépenser dans des espaces ou pour des produits qui auront été discutés collectivement et auront été choisis, dans lesquels on peut mettre cet argent. C'est très vaste, c'est très compliqué. Il y a plein d'angles morts. Et l'idée, du coup, c'est de lancer des projets pilotes qui vont tester certains aspects de cette sécurité sociale et l'alimentation. Donc il y a plein de projets qui sont lancés en France. Il y en a aussi en Belgique, quelques-uns. Notamment là, il y en a un qui se lance à Scarbeck, qui s'appelle La Classe. Je vous invite à aller voir. Et nous, on en a porté un projet de 1 an avec des étudiants et des étudiantes qui ont été sélectionnés. Donc on travaille avec Juliette et l'Observatoire de la vie étudiante pour comment les sélectionner, qui serait dedans, comment essayer de créer des espaces de démocratie avec des étudiants et des étudiantes en fait, qui partagent des vécus très différents. Donc ça à prendre en compte que quand on parle des étudiants, en fait, c'est un groupe qui est très hétérogène et il faut faire gaffe à ne pas les voir comme, c'est comme une situation partagée de tous et toutes. Donc l'idée de la sécurité sociale et l'alimentation, c'est vraiment ça, c'est de se dire, OK, comment est-ce qu'on va travailler conjointement le problème de la précarité de la production et le problème de la précarité de la consommation. Évidemment, ce qui est important, et nous on veut vraiment appuyer là-dessus, c'est que c'est une réflexion parmi d'autres, c'est pas une réflexion qui se substitue à plein d'autres questions qui doivent être relevées. Quand je parle d'autres luttes, là il y a une lutte très actuelle plutôt sur le volet production, mais qui est le traité UE-Mercosur. Je vous invite à aller voir la campagne du CNCD là-dessus, mais aussi la modification de la politique agricole commune, qui est la grande politique européenne qui distribue presque un tiers du budget européen et qui est dédié à l'agriculture, mais aussi au refinancement du service public, parce que comme Juliette l'a présenté plus tôt, en fait, la précarité alimentaire, c'est un symptôme aussi de la précarisation plus générale. Et donc, voilà, on apporte une exploration différente, mais on s'inscrit évidemment dans une réflexion, dans d'autres réflexions plus larges. En ce qui concerne la normalité, c'est par rapport à la suite de l'expérience, tu me posais la question par rapport à normaliser des pratiques plus saines. C'est un petit peu compliqué de parler de normalité, je pense, parce que la normalité, ça dépend à partir d'où on parle, de quoi est-ce qu'on parle. Moi, ce que je peux déjà vous dire des retours, tout n'a pas été encore traité. Donc le projet a duré de septembre 2025 à juin 2026. Donc là, on est en train de traiter les résultats. Il y a 2 chercheuses qui ont travaillé avec nous sur le sujet. Donc j'ai pas encore les résultats finaux, mais je peux déjà un peu vous faire des retours plus informels de ce qui s'est passé dans les échanges qu'on a avec les étudiants et les étudiantes tout au long de l'année. Ce qui a été très intéressant, c'est que oui, ça les intéresse. Ça les intéresse en fait quand on donne du temps, quand on donne les moyens et qu'on les met ensemble, qu'ils ont des espaces pour discuter, pour partager leur vécu. C'est des choses qui sont intéressantes, qui sont parfois un peu vertigineuses, parce que dans les moments partagés avec les étudiants et les étudiantes, donc qui étaient au nombre d'une dizaine pendant l'année, il y a eu des espaces un peu d'éducation permanente sur le fonctionnement des systèmes alimentaires. L'idée étant de se dire, on ne peut pas décider où est-ce qu'on va aller faire nos courses collectivement si on ne comprend pas un petit peu ce qui se passe structurellement dans les systèmes alimentaires. Donc on a fait intervenir des syndicats paysans, on a fait intervenir la Fédération des services sociaux et le Forum, on a fait intervenir plein d'acteurs et d'actrices pour essayer de comprendre en fait qu'est-ce que c'est un système alimentaire. Et l'idée, ce qu'on voit, c'est que c'est un petit peu vertigineux, en fait, de se questionner sur le fonctionnement de ces systèmes alimentaires. Mais ça intéresse et oui, on voit à travers les résultats que les gens sont contents d'avoir partagé ça ensemble, sont contents d'avoir appris, et on voit que dans la mesure de ce qu'ils peuvent faire, ils sont contents de pouvoir soutenir des produits et des commerces qui soutiennent une agriculture plus responsable des travailleurs et de l'environnement.
Donc une invitation à rendre toutes les personnes face à l'alimentation acteurs, actrices de tout ça. Alors Marie Legrain, on va parler un petit peu de Manger Demain. Vous aussi vous défendez une alimentation accessible mais aussi juste pour les producteurs. Comment est-ce que chez Manger Demain on concilie ces deux exigences, accessibilité et durabilité économique? C'est un sacré casse-tête, puisque mathématiquement ça ne fonctionne pas. En effet, si on veut un prix du repas qui reste accessible à tous et donc plus ou moins bas, et une rémunération pour une production alimentaire qui soit juste par rapport à l'effort également en termes de qualité alimentaire qui est produit, c'est-à-dire une alimentation relativement haute, un prix relativement haut, eh bien on voit tout de suite que ça ne fonctionne pas. L'équation, on n'arrive pas à la résoudre directement. Et donc c'est un peu là-dessus que la cellule s'est penchée. Et en fait, tout ça est un peu dû à cette absurdité de la société dans laquelle on vit et qui fait en sorte finalement que la malbouffe est beaucoup plus accessible qu'une alimentation de qualité. Or, la malbouffe, elle intègre toute une série d'externalités qui sont néfastes, que ce soit pour la santé, que ce soit pour l'environnement et pour d'autres critères également. Or, si on devait intégrer dans son prix tous les biais, tous les effets négatifs qu'elle entraîne avec elle, en fait, la malbouffe devrait être bien plus chère qu'une alimentation durable ou une alimentation de qualité, c'est-à-dire qui rémunère correctement les producteurs, qui respecte l'environnement et qui est saine pour le consommateur. Or, c'est totalement l'inverse qui est appliqué finalement dans notre société. Mais bon, ça, on ne le changera pas du jour au lendemain. Et donc, on doit venir avec des mécanismes artificiels qui viennent un peu rééquilibrer les choses. Et il y a évidemment des mécanismes financiers qu'on utilise au sein de la cellule Manger Demain, qui sont des mécanismes pour ce qui est restauration collective, par exemple, qui viennent rembourser une partie de la facture des cantines à partir du moment où elles s'approvisionnent de manière durable et locale, locale et bio. Et donc là, on fait une intervention financière simplement pour artificiellement finalement rééquilibrer cette dualité, ces deux côtés de la balance. On l'a fait également pour les étudiants. On a fait des bons de réduction pour les étudiants qui s'approvisionnaient dans les points de vente circuit court en alimentation et en produits alimentaires de première nécessité et durables évidemment. Tout ça, voilà, c'est une société, c'est une absurdité de la société qui fait qu'on doit venir avec des mécanismes artificiels financés ici dans notre cas par la région wallonne. Marie, face à cette agriculture finalement malade du capitalisme, est-ce que la sécurité sociale de l'alimentation vous paraît, chez Manger Demain, être un dispositif tout à fait intéressant à appliquer en matière d'accès à l'alimentation? Oui, bien sûr, c'est un dispositif qui est extrêmement intéressant. C'est un dispositif, je vais dire, c'est une ligne d'horizon, c'est un point de mire, c'est pas rien, cette sécurité sociale de l'alimentation, c'est une révolution en soi. Et donc, c'est vrai, comme disait Antoine, on doit y aller par petit pas, expérimentation par expérimentation, pour démontrer finalement à nos grands décideurs en quoi cette grande révolution de la sécurité sociale de l'alimentation est quelque chose qui amène énormément de solutions. Et dans la manière dont les politiques réfléchissent aujourd'hui, notamment parfois des politiques d'économie à court terme, je pense qu'il est essentiel d'appuyer sur le fait que les dépenses qui se feraient aujourd'hui, que ce soit sur la sécurité sociale de l'alimentation ou sur d'autres mécanismes qui expérimentent un ou plusieurs aspects de cette sécurité sociale de l'alimentation, en fait, ce sont des économies sur l'avenir.
Et donc un budget, ça doit se maîtriser au niveau politique. Je suis tout à fait consciente de ça et de l'importance de pouvoir maîtriser un budget, mais ça doit se réfléchir aussi à long terme. Et donc un budget maîtrisé doit être maîtrisé à long terme. Et pour le maîtriser à long terme, je pense que la sécurité sociale et l'alimentation est une solution économiquement très intéressante. Merci beaucoup Marie. Alors au-delà du prix, d'autres freins existent, l'éloignement des points de vente de qualité, le manque d'équipement pour cuisiner, la pression du temps, la méconnaissance des produits. Alors avant de vous laisser compléter, je vais demander à Adam de la Fédération des étudiants francophones, quels sont selon toi les freins moins visibles mais tout aussi structurants, impactants pour l'accès à l'alimentation, à une alimentation saine chez les jeunes? Par où commencer? Donc, il y en a plusieurs. Le premier, je pense qu'on n'en parle pas assez, mais c'est la question du temps qu'on consacre à la fois à s'alimenter, à manger, mais aussi à préparer à manger, à se renseigner, ce genre de choses. Je donnerai 2 exemples. Je pense que le premier, c'est la question un peu pédagogique. Dans les universités, de manière générale, en fait, il n'y a pas de pause de midi. C'est-à-dire que c'est des blocs de 2 heures, et donc vous avez cours de 10h à midi, de 14h à 16h, mais aussi de midi à 14h. Et donc, en fait, vous avez, si le prof est gentil, 10 minutes au début du cours pour aller vite vous chercher à manger et avaler un sandwich en 30 secondes, ce qui, en termes de santé, de digestion, n'est pas incroyable. Et l'autre, toujours sur la question du temps, c'est la question du job étudiant. On voit de plus en plus de jeunes qui jobent énormément pour financer leurs études. On parle de plusieurs dizaines d'heures par semaine. Et en fait, ça fait que ces temps libres qui pourraient être consacrés d'une part à l'étude, mais aussi d'autre part à le fait d'aller un dimanche matin au marché choisir ses légumes, d'aller prendre le temps d'aller regarder une recette et de s'amuser à cuisiner. Mais en fait, ce temps, il est pris par le job étudiant. Et donc, à partir de ce moment-là, l'étudiant, il va aller au plus facile, au plus simple. Et donc, soit il va être contraint de commander un fast-food, soit, en général, il n'a pas l'argent et il prend des trucs assez simples à cuisiner. On parlait tout à l'heure de pâte au pesto, mais en termes de nutriments, de vitamines, c'est quand même pas le meilleur non plus. Donc voilà, je pense qu'il y a toute cette question-là et de manière générale, je pense qu'il y a aussi dans la tête des décideurs académiques et politiques la question des inégalités, elle est pas très comprise. Je pense qu'il y a un peu un biais de se dire que tout le monde a les moyens de se nourrir et ceux qui n'ont pas les moyens de se nourrir, c'est vraiment une exception et alors il faut travailler là-dessus. Alors que c'est pas vraiment le cas. Je pense que je parlais tout à l'heure du projet à l'ULB de plats à 2 euros. On nous disait oui, mais il y a des gens qui viennent en Porsche à l'université. Donc à partir du moment où il y a des gens qui viennent en Porsche à l'université, on va pas mettre des plats à 2 euros. Ok, d'accord, il y a peut-être 5 étudiants qui viennent en Porsche, mais honnêtement, il y a une diversité de points d'alimentation sur le campus. C'est pas le plat à 2 euros qui, honnêtement, ne vend pas toujours du rêve, qui va complètement redéfinir la chose. Et puis, au final, tant mieux. Je veux dire, on défend aussi quelque chose où tout le monde cotise et après, tout le monde peut manger la même chose dans un espace de restauration collectif. Alors, on parle des impensés, des freins les moins visibles. Est-ce que vous avez envie d'ajouter d'autres freins qui, selon vous, devraient être mis sur la table là, maintenant ? Moi, j'en ai un peut-être. Je trouve qu'il y a quelque chose qui est assez peu discuté, mais c'est aussi la question de l'âge des étudiants. On dit toujours pourquoi est-ce que les étudiants ne demandent pas d'aide sociale, par exemple, ou pourquoi est-ce qu'ils ne s'alimentent pas correctement. Ils ont 18 ans, ils n'ont peut-être jamais appris à faire toutes ces choses-là. Et ça, on le néglige parfois. On aborde toujours la question par le biais de la question des inégalités, ce qui est très très important évidemment, mais il faut aussi prendre en compte le fait que parfois ils mangent mal parce qu'ils n'ont pas forcément appris à cuisiner, ils n'ont pas forcément appris à faire toutes ces choses-là. Et si en plus de ça, ils n'ont pas de tac ou alors ils n'ont pas de four. On a fait une enquête sur le sport alimentation et on voit que 85% seulement ont un four ou un micro-ondes. 98% des tacs. Donc la plupart ont des tacs. Super. Mais les 2% quand même, on est un peu frustrés pour eux parce que c'est difficile de cuisiner quand on n'a pas de tac. Mais voilà, c'est aussi un apprentissage et c'est aussi ce moment de la vie. Et c'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas non plus trop s'alarmer. Il faut prendre très au sérieux la situation des étudiants qui sont en difficulté, évidemment. Mais il faut aussi prendre en compte le fait que ça va venir. C'est aussi une question d'âge. Il y a un temps d'apprentissage en fait. Pour s'alimenter bien, savoir s'alimenter avec des produits de qualité, des produits bruts,
ça s'apprend, quoi, en fait. Oui, et tu disais là-bas, c'est aussi le logement et l'équipement. Hein. Oui, et donc le logement et l'équipement, bien sûr, c'est primordial. Pour pouvoir cuisiner correctement, c'est primordial. Avoir un plat chaud en hiver, il me semble que c'est la base, quoi. Alors Adam, je reviens encore vers toi, mais est-ce qu'il existe des revendications concrètes que vous portez pour lever tous ces freins qu'on a un petit peu explorés à la FEF ? Vu qu'il n'y a jamais de solution miracle, nous on se bat vraiment pour deux choses. D'une part, c'est la question de la restauration collective abordable et de qualité dans tous les établissements. Je parlais tout à l'heure de l'histoire du Durum. En fait, que dans tous les établissements, il y ait des repas chauds disponibles, abordables pour que l'étudiant puisse se nourrir. Et d'autre part, sur la question donc il y a la question de l'aide directe de l'aide indirecte avec ces repas, mais il y a aussi la question de l'argent dans le portefeuille. Et aujourd'hui, on a un système d'aide en Belgique qui est chaotique. En fait, pour un étudiant précaire, il faut faire plusieurs demandes. Il faut faire une demande auprès de la Fédération Libre Bruxelles, auprès de son établissement, auprès du CPS, et ça devient complètement chaotique. Et donc, nous, ce qu'on demande, c'est de revaloriser les aides sociales pour que, en fait, un étudiant fasse une seule demande et qu'en fonction de sa situation, il puisse avoir sereinement les moyens d'étudier, de se nourrir, de se loger, de se soigner. Ok. Tu voulais intervenir encore ? Peut-être sur les freins, qui en est peut-être un, mais qui est un peu plus invisible, ou au contraire tellement là qu'on ne le voit plus, mais c'est juste l'environnement alimentaire et l'environnement publicitaire dans lequel on est plongé en permanence. Et Juliette, tu parlais d'apprentissage, mais en fait, il y a aussi une forme de désapprentissage à travers la manière dont on est surstimulé par un certain type d'alimentation et qui est très peu, en fait, c'est très peu légiféré, c'est très peu réfléchi, en fait, de qu'est-ce qui est proposé, qu'est-ce qui est mis en avant, qu'est-ce qui stimule, en fait, en permanence le regard, les oreilles, en fait, c'est partout, la pub pour ce qu'on pourrait considérer comme de la malbouffe ou des produits hyper transformés. Alors, le temps passe trop vite et donc je vais devoir tout doucement aller vers la conclusion. Je vais vous demander à chacun, en quelques mots, si vous aviez un message clé à faire passer tant aux décideurs politiques pour qu'ils infléchissent leurs décisions, mais également aux jeunes, sans évidemment les culpabiliser, quel serait-il ? À toi, Juliette. Je dirais qu'il faut se demander de manière très méta, quel est le modèle de société qu'on souhaite avoir ? Est-ce que c'est un modèle de société dans lequel on veut rétablir un petit peu la balance et limiter les inégalités ? Et si c'est le cas, alors le nerf de la guerre, c'est l'argent. Je trouve qu'on tourne souvent autour du pot et on met en place des petites actions, puis on finance des services pour mettre en place des petites actions. Donnons de l'argent aux étudiants. Je pense que c'est ça, en fait, le nerf de la guerre. Il ne faut pas tergiverser trop longtemps, parce qu'en fait, c'est là-dessus que tout se cristallise. Et c'est comme ça qu'on rétablit les inégalités entre les familles, notamment, qui ne peuvent pas toutes financer de la même manière les études de leurs enfants. Et la deuxième chose, et j'insiste pour dire que c'est ensuite, c'est des dispositifs d'aide à la réussite. Ça, c'est important parce qu'on voit que les plus précaires sont plus en difficulté sur le plan de la réussite, et notamment parce que leurs conditions matérielles de vie rendent le fait de réussir plus difficile. Or, le fait d'obtenir un diplôme, c'est ça qui protège de la précarité. Obtenir un diplôme, même si on ne finit pas par travailler dans le domaine qu'on a étudié, c'est ça qui fait qu'à la fin, on a un travail rémunérateur. Et donc, c'est très important. Et donc, j'encouragerais les étudiants à essayer d'obtenir leur diplôme. Mais, encore une fois, s'ils doivent travailler de longues heures sur le côté, s'ils doivent faire tout ça, forcément, ça limite le fait de pouvoir... les dispositifs d'aide à la réussite sont assez limités. Encore une fois, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Parce que si on a des bons dispositifs d'aide à la réussite, mais qu'on passe tout son temps à travailler à son travail salarié, alors ça rend les choses compliquées. Alors Antoine Chehazbine, votre revendication, tant pour les décideurs politiques que pour les étudiants ? À destination des politiques, ce que je veux dire, c'est de aussi réfléchir à la question de l'alimentation, mais en contact direct avec la production. En fait, de ne pas essayer de complètement dissocier et de réfléchir ça comme un système, et de se dire qu'en fait, oui, il y a une consommation, mais que cette consommation, c'est des flux d'argent qui vont être dirigés vers certains acteurs, et que renforcer des acteurs dominants qui en fait contribuent à la destruction aussi des conditions de travail, de l'environnement, c'est un enjeu. Donc voilà, réfléchir les deux ensemble. Et plus spécifiquement sur le volet budget étudiant, ce que je dirais, c'est penser le logement. Ça paraît un peu bizarre de dire parler de logement alors qu'on est sur l'alimentation, mais il faut absolument maintenant faire quelque chose pour limiter les prix du logement qui explosent et qui sont des coûts fixes en fait. Et donc c'est impossible c'est une dépense qui doit être faite.
Donc voilà, je dirais réfléchir production avec la consommation et vraiment maintenant s'intéresser au logement et de contrôler en fait ces loyers à destination des étudiants. Ce que je dirais, c'est pas du tout quelque chose je veux vraiment pas rentrer dans un rapport moral par rapport à la manière de consommer, mais par contre de les inviter en fait à s'y intéresser, à reprendre s'ils ont le temps, s'ils peuvent, mais le plaisir de essayer de cuisiner un peu eux-mêmes, essayer de voir ce qu'ils peuvent aller trouver comme produits bruts dans voilà, c'est plus compliqué, donc à nouveau, chacun fait comme il peut, mais d'aller rechercher des produits bruts qui sont produits un peu dans des meilleures conditions, aussi pour leur santé, et pour moins être dépossédés en fait de leur alimentation et retrouver un peu ce plaisir de partager et de cuisiner. Merci beaucoup Antoine. Alors Marie, pour manger demain, quelle revendication tu as envie de porter aujourd'hui ? En fait, là, j'ai 2 revendications, en tout cas 2 pièges dans lesquels j'inviterais les politiques à ne pas tomber. Le premier, j'en ai parlé tout à l'heure, donc ne pas avoir une réflexion budgétaire à très court terme qui est basée sur des économies qui vont engendrer des coûts énormes dans les années qui viennent. Et ça, je voudrais qu'ils en soient vraiment conscients. Ça, c'est un premier piège. Un deuxième piège que j'ai envie de leur partager, c'est de ne pas tomber dans la réflexion de dire que les consommateurs sont eux-mêmes acteurs de leur alimentation et que donc finalement c'est dans leurs mains. À force d'un petit peu de sensibilisation, on va tous y arriver et les consommateurs n'ont qu'à faire leur choix. Les étudiants sont des jeunes qui sont majeurs depuis généralement peu de temps et c'est pour eux une certaine liberté. Ils font les courses pour la première fois, certains cuisinent pour la première fois et ils ont eux-mêmes l'impression qu'ils sont libres de leur choix. Or, ils ne le sont pas, on vient de le dire. Il y a cet environnement alimentaire, cette publicité de malbouffe, il y a toutes les contraintes financières et autres qui sont tout autour d'eux et en fait ils sont prisonniers de leur alimentation et donc il faut faire en sorte au niveau des politiques qui mettent toute une série de mesures en place pour leur redonner aux étudiants la possibilité de choisir leur alimentation. Je crois que c'est ça la clé. Après qu'ils mangent bien ou qu'ils ne mangent pas bien pour une raison ou pour une autre, alors c'est leur liberté. Mais ils n'ont pas cette liberté-là aujourd'hui. Et ça, il faut que les politiciens en soient bien conscients. Merci beaucoup Marie. Alors, Adam, la revendication principale en la matière de la FEF Par où commencer ? Par où finir ? Non, je dirais que en fait, étudier, c'est un droit. Et quand on dit étudier, c'est dans toutes ces dynamiques. C'est-à-dire que c'est un droit de pouvoir aller en cours, c'est un droit de pouvoir aller en cours avec un prof qui ait du temps pour nous. Et c'est aussi un droit de pouvoir manger convenablement. Et donc, moi, le message que j'aurais aux décideurs politiques, c'est de traiter et de mettre en place des politiques pour les étudiants comme si c'était leur enfant en fait. Parce que en fait, quand on discute avec des députés, avec des ministres, ils accepteraient pas que leur enfant mange n'importe comment toute l'année. Ils accepteraient pas qu'ils sautent des repas. Et donc, pourquoi est-ce que ce qui est pas acceptable pour leur enfant est acceptable dans les politiques publiques qu'ils mettent en place ? Voilà. Eh bien, merci à toutes et tous pour cet échange dense et riche. On avait envie encore de continuer, mais on est malheureusement un petit peu limité. Ce qui ressort clairement, en tout cas, c'est que bien manger ne devrait pas être un luxe, mais une base de dignité et de santé pour chacun et chacune. Et si les freins sont multiples, on l'a vu, les solutions le sont aussi, et souvent déjà en marche sur le terrain. Alors à nous, collectivement, de faire en sorte que demain, une alimentation saine soit un droit pleinement effectif pour toutes et tous. Alors merci à vous, merci aux partenaires nombreux de cette édition 2025 de la Radio des Solidarités, et merci particulièrement à mes collègues du PAC, le mouvement Présence Action Culturelle, Arnaud le consciencieux, Angélie la créative, Pierre le volontaire et Marine cette animatrice d'exception. Et puis on vous souhaite le meilleur à l'année prochaine. Prenez soin de vous et prenez bien soin de votre alimentation, de vos droits et aussi du rock'n'roll. À bientôt. Festival des solidarités. Croiser les luttes, unir nos voix. Festival des solidarités. S'écouter. Unir nos voix. S'engager. Résister. Comprendre. Respecter. Délier. Unir nos voix.